Bienvenue à Versailles, dans un quartier qu'on appelle le quartier des matelots. Pour vous situer les choses, nous sommes toujours à Versailles, au sud du parc, au bout de la pièce d'eau des Suisses. Alors pourquoi ce quartier des matelots? Deux hypothèses. La première, c'est parce que, comme il y avait une magnifique pièce d'eau des Suisses, il y avait, du temps de Louis XIV, des gondoliers et des gondoles, et il y avait des maquettes de bateaux qui circulaient dessus, donc il fallait héberger des marins, et on a hébergé des marins dans ce quartier. Et puis la deuxième hypothèse, eh bien, c'est que c'est là qu'en 1870-71 ont été hébergés, stationnés les troupes de marins qui ont maté la révolte de 1870 à Paris. Bon, vous trancherez. Alors pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes au 5e régiment de génie. Vous me direz que ça n'a rien à voir avec le ferroviaire. Eh bien non. Regardez bien, dès que vous franchissez le poste de garde, l'ambiance est donnée. Magnifique grue à manivelle sur Rhin qui a servi à construire des ponts. Une petite voie de 60 au pied de la statue du général qui est devenu le maréchal Joffre. Vous verrez qu'il a joué un rôle très important dans le génie ferroviaire. Et puis là, regardez, derrière moi, en plein milieu de la caserne, près de la place d'armes du bâtiment du commandement, magnifique voiture, restaurant des années 20 qui a été restauré. Alors pourquoi sommes-nous ici? Eh bien parce que ce DVD est consacré au chemin de fer et à l'armée. Vous me direz, ce sont deux univers complètement différents. Pas tellement. Parce que l'histoire du chemin de fer est étroitement imbriquée avec l'histoire de l'armée, et notamment des conflits. Ça remonte à 1832. En 1832, il y a un général visionnaire, et il y en a eu, fort heureusement, le général Lamarque. Face à l'apparition d'un nouveau mode de transport, le chemin de fer, 1828, la première ligne de chemin de fer, Saint-Étienne-Andrézieux, hein, vous vous souvenez, Saint-Étienne-Andrézieux, pour transporter le charbon de la mine jusqu'à la rivière. Eh bien, il avait senti qu'avec ce nouveau mode de transport, capable de remorquer de lourdes charges, c'est-à-dire la dizaine de tonnes, à une vitesse 10 fois supérieure à celle de la diligence, et par tous les temps, et non pas dans des chemins boueux, eh bien il s'est dit qu'il fallait tenir compte de l'apparition de ce nouveau mode de transport dans l'art militaire. Et la suite lui a donné raison. La suite, très rapidement dit, 1870, on s'est servi du chemin de fer pour transporter les troupes, avec le résultat malheureusement que vous connaissez. La guerre de 14, et oui, Verdun, eh bien on a tenu à Verdun parce que le front était ravitaillé par le chemin de fer, on verra ça en détail. La guerre de 14 a vu le développement d'une artillerie lourde sur rail, des choses absolument étonnantes, vous serez subjugués par l'importance de ces engins. Et puis la guerre de 39-40, le rôle du chemin de fer était capital. Au moment de la libération, les fameuses 141R, le matériel américain, mais également, il y a eu la résistance fer. Aujourd'hui, le rôle du chemin de fer dans l'armée, on le verra, malheureusement, est en déclin. Et si nous sommes ici, au 5e génie de Versailles, eh bien c'est pour leur tirer un coup de chapeau, parce que eh bien, ce régiment va être dissous. Disons, une partie, ces bâtiments-là ne vont plus exister, et le 5e régiment, la partie ferroviaire, elle, va aller et regrouper à Montmelon. Donc, un DVD consacré au chemin de fer et à l'armée. Donc, ambiance SNCF, ambiance ferroviaire, vous voyez, avec ce faisceau de voix que ne renierait pas la SNCF, mais ambiance militaire, vous voyez, avec ce matériel, et notamment la couleur kaki, qui ne trompe pas. Donc, ce DVD est consacré au chemin de fer et à l'armée. Un sujet étonnant où vous allez découvrir, nous l'espérons, beaucoup de choses. Dans ce DVD, un film, 4 bonus. Le film, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les sapeurs du chemin de fer, autrement dit, l'histoire du 5e régiment du génie. 3 bonus. Le premier bonus, commémoration, autrement dit, 50 ans d'anniversaire de commémoration au sein de la SNCF. Vous avez question de la libération de Paris, du rôle des cheminots, notamment au moment de la libération. C'est un peu notre séquence rétro, notre séquence historique. Deuxième bonus, comment ça marche? Ou plutôt, vous allez voir, un aspect inédit du rôle que joue le génie. Mais là, il ne s'agit plus du génie ferroviaire, mais du génie maritime. Nous sommes en 1944. Vous vous souvenez, le débarquement. Peut-être la plus formidable opération de logistique militaire de toute l'histoire militaire. Eh bien, ce sont des hommes du génie, et notamment des Anglais, qui ont participé à la conception et à la construction du port de la Romanche. Enfin, troisième bonus, un autre aspect du chemin de fer,
le Varinot, autrement dit le Meusien. Vous savez, c'était ce chemin de fer, ce réseau de chemin de fer à voie étroite, à voie métrique, qui notamment allait de Bar-le-Duc jusqu'à Verdun. Tiens, Verdun, ça vous dit quelque chose? Eh bien oui. Durant la Première Guerre mondiale, c'est ce petit train, le Meusien, qui a alimenté le front à Verdun. En hommes, en matériel, en munitions, en chevaux et en foin pour les chevaux. Et fort heureusement, une association comme on les aime, eh bien, un groupe de passionnés a sauvé l'une de ces locomotives, l'a restaurée, elle va être remise en pression, et puis, on l'espère, sur 5 km de voies, ils vont faire revivre le Meusien, n'oublions pas, qui est classé monument historique. Quatrième bonus, vers la guérison. C'est un reportage du magazine du Rail de 1948 qui fait le point sur les destructions de la guerre et la reconstruction du réseau ferroviaire, reconstruction à laquelle, bien sûr, est associé le 5e régiment du génie de Versailles. Et vous allez le voir, à la clé, le relevage d'une locomotive à vapeur. C'est notre coup de cœur, notre séquence rétro. Bienvenue à Versailles, dans le quartier des Matelots, au 5e régiment du génie. Une ambiance typiquement militaire, vous voyez, avec ici le bâtiment, le poste de commandement, mais, Bigaro, la caméra nous montre, eh bien oui, il y a du matériel ferroviaire. Pourquoi? Ben, c'est ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'ici, il y a le mariage entre l'armée et le chemin de fer, et un mariage beaucoup plus étroit que vous le pensez. Autrement dit, l'histoire de ce régiment est intimement liée à l'évolution du chemin de fer. Autrement dit, l'arrivée du chemin de fer, disons en 1830, a quelque peu changé l'art militaire. On va le voir. Mais c'est une histoire, l'histoire de ce régiment qui remonte... Non, oui, plus de 100 ans. Suivez-moi. Et tout d'abord, le blason vous donne la teinte. Regardez, ça n'a rien de militaire. La devise, elle est apparue en 1945, mais c'est partout. Et vous allez voir, ils ont été partout, toujours réalisés. Et ils en ont réalisé des choses. Et l'emblème, regardez, vous reconnaissez la bonne vieille vapeur, et puis les ouvrages d'art, les ponts. Car Dieu sait s'ils en ont dynamité des ponts, car ce sont des sapeurs au départ, mais ô combien ils en ont réalisé. Et nous retrouvons Thierry Picot, qui est un peu l'historien du 5e régiment. Il est lieutenant-colonel de réserve, mais il a tout de même une passion pour le 5e génie. Ce régiment a été créé en 1889, mais auparavant, il y avait déjà eu des précédents militaires, puisque la première utilisation du chemin de fer à des fins militaires en France date de 1859. Et après le désastre de 1870, des compagnies spéciales d'ouvriers de chemin de fer ont été créées, qui ont été rassemblées en Versailles, puisqu'elles venaient de chacun des 3 premiers régiments du génie. Elles ont été rassemblées en Versailles en 1872. Et il a fallu attendre encore 17 ans avant la création du régiment par un décret de Sadi Carnot. L'exemple a été fait en 1870 que l'armée prussienne avait beaucoup mieux utilisé le chemin de fer que les troupes françaises. Et donc, à partir de là, très vite, il était décidé de développer des unités militaires qui sachent à la fois construire et gérer un réseau ferré. Alors, pourquoi vous appelle-t-on des sapeurs? Les sapeurs, moi, ça me fait penser à ceux qui font des trous et qui mettent des mines, qui font sauter. Tout à fait. Vous êtes d'abord des démolisseurs. C'est exactement cela. Hein. Les sapeurs datent déjà de l'Antiquité. Et c'est un travail, effectivement. La première appellation du sapeur en France, c'est un sapeur mineur. C'est-à-dire quelqu'un qui creuse des sapes sous les murailles pour les faire s'effondrer. Après, il faut reconstruire, et là aussi, c'est le génie qui contribue. La fortification a été construite aussi par des sapeurs. Mais vos faits d'armes, entre guillemets, ne remontent pas à la création du 5e génie. Vous êtes fait la main, enfin, je veux dire, d'abord dans les colonies. Oui, alors les colonies, une fois que le régiment a été créé, effectivement, il y avait des infrastructures à créer dans les colonies, et le régiment a été mis à contribution dès le début. Dès 1889, une première mission est partie en Algérie. Il faut montrer un peu les archives, même, regardez, ça ne s'invente pas, c'est magnifique, hein, ce que l'on trouve dedans. Alors, on a là-dedans, vous avez la trace de tous
les travaux que vous avez effectués. Enfin, Tout à fait. Attendez, Tout à fait. Citez-nous quelques exemples. Eh bien, écoutez, nous pouvons déjà vous montrer des exemples africains avec l'implantation d'une voie ferrée depuis le Sénégal jusque sur le cours du Niger. Ensuite, on a L'autre possibilité... Conakry, Niger. Voilà. Tout à fait. Mais nous avons aussi Abidjan, Niger. Abidjan, Niger. Voilà. Voilà la ligne, là, pour ceux qui connaissent la géographie. Et au dos, vous avez Bénin, Niger. Et Bénin, Niger. Donc c'était un moyen pour vous, disons, d'entraîner les hommes, Tout à fait. mettre au point les techniques, mais ce qui a servi à l'armée coloniale sur place est revenu, je voudrais dire, dans le pactole. Ça servait à l'équipement pour les civils. Tout à fait, tout à fait. Nous avons des exemples très très forts qui sont à Madagascar, qui sont au Maroc, qui sont également en Côte d'Ivoire ou au Congo, où le réseau ferré date de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il a été construit à peu près entre 1895 et 1930, et il a été très peu modifié depuis. Et bon, il a été entretenu, mais les infrastructures de base existent depuis que le régiment les a créées. Un rapide coup d'œil, on dit en termes de télévision, un rapide travelling sur les installations ici à Versailles du 5e génie, qui vous montre l'importance de tout le matériel ferroviaire qui existe ici. Matériel qui, vous avez pu le constater, malheureusement, n'est pas en très bon état. Et on s'arrête ici, car ça marque 1914. 14-18, la Première Guerre mondiale. Et là, elle va marquer un tournant capital dans l'utilisation du chemin de fer dans la logistique. Et à deux niveaux. Le premier niveau, vous vous souvenez, c'est le chemin de fer qui a permis le transport des troupes vers le front. C'est la fameuse mobilisation. On se souvient tous de ces images à la gare de l'Est, de nos piou-piou, comme on les appelait, partant vers le front, la fleur au fusil. C'était, paraît-il, la der des der. Le chemin de fer a servi également à amener vers le front le matériel, les munitions, les chevaux et le foin pour les chevaux, car l'armée était encore une armée à cheval. Les camions ne sont apparus que beaucoup plus tard, surtout avec l'arrivée des Américains avec leur fameux camion Liberty. Donc, la partie logistique, transport de masse et rapide du chemin de fer. Mais le deuxième aspect du chemin de fer, c'est l'aspect stratégique. Or là, vous avez là, derrière moi, un spécimen. C'est un monument historique, c'est un wagon. C'est un wagon blindé. Vous voyez, c'est de la grosse tôle, bien épaisse, rivée sur un châssis ferroviaire tout à fait classique. Et ce wagon blindé transportait non pas les hommes, mais transportait les munitions. Dans ce wagon, il y avait les gargousses et les obus pour des canons, de très gros canons de marine posés sur rail, des canons de 340 à 400 mm. Alors ça mérite une petite explication. Au moment de l'offensive allemande en 1914, on s'est aperçu bien vite que les Allemands avaient, disons, prévu les choses et avaient mis des canons sur rail pour des bombardements extrêmement puissants, des barrages d'artillerie à très grande distance. La France n'y a pas cru dès le départ. Elle a pris, mauvais jeu de mots, le train en marche. En 1915, on s'est lancé dans un programme d'équipement. Et là, le front, vous savez, s'est stabilisé. Et à partir du moment où le front était stabilisé, eh bien, il fallait pouvoir utiliser des canons pour des barrages d'artillerie à 30-40 km en arrière. Et là, on a utilisé les seuls canons existants. Ce n'était pas notre petit 75 mobile, mais c'était les canons de la marine. Donc on a utilisé des pièces de marine, des canons à longue portée, extrêmement lourds. Et pour les transporter, puisqu'il n'y avait pas de route et encore moins les chevaux, eh bien on a utilisé le chemin de fer. Et c'est ainsi que est apparue une artillerie lourde sur rail à très longue portée. Donc on retrouve ici, regardez, dans cette revue, un certain nombre de spécimens. Vous voyez donc ces monstres sur rail avec des calibres jusqu'à 240. Malheureusement, le cinéma des armées n'a pas daigné nous donner de documents, donc on en est réduit, vous voyez, à quelques photos, mais c'est tout de même étonnant de voir des canons à très longue portée qui ont circulé sur les voies. Regardez ces spécimens, où le wagon porteur, regardez ces wagons porteurs, pesait près de 300 tonnes. Et on a vu apparaître des canons capables de porter, le record, c'était jusqu'à 60 km. On se souvient de la grosse Bertha allemande qui tirait
près de 100 km. Donc, c'était un tournant stratégique. Alors, astuce également, comme ces canons étaient sur ces rails, et que les canons tiraient toujours dans le même axe de la voie ferrée pour tenir compte du recul, eh bien, on avait fait des voies ferrées en courbe de façon à pouvoir orienter le canon. Cette technique a été reprise durant la guerre de 39-45, mais surtout du côté allemand, qui disposait de grosses pièces de marine, et notamment dans le mur de l'Atlantique, à côté de Saint-Nazaire, là où était le QG de l'armée allemande, il y avait de très grosses pièces de marine sur rail, qui, on le sait, hélas, ou fort heureusement, n'ont pas servi. Donc, 14 a marqué un tournant. Mais 14 a marqué un troisième tournant, ça a été l'arrivée des troupes américaines. Et quand les Américains sont arrivés, eh bien, vous les connaissez, ils sont arrivés avec leur logistique, avec des locomotives, les fameuses 140 Pershing, mais également avec des wagons de marchandises dont on a trouvé de très nombreux vestiges, notamment avec des châssis de bogies extrêmement allégés. Donc voilà pour la guerre de 14. Puis on retrouve le chemin de fer, mais là, c'est encore une autre aventure, c'est 1940. Et la Deuxième Guerre mondiale, eh bien là, les choses, les donnes ont changé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, tout de même, s'est développé l'aviation et puis le transport routier. Et donc, la part du chemin de fer s'est trouvée réduite. Et comme est apparue l'aviation, eh bien, les convois devenaient extrêmement vulnérables. Mais le chemin de fer a tout de même joué un rôle dans la logistique. On se souvient tous, je ne parle pas du côté français, puisque nous, on n'avait plus rien, mais je parle du côté allemand et du côté russe. Du côté allemand, on se souvient tous de ces images des convois transportant des troupes allemandes, de convois souvent bloqués parce que la résistance faisait sauter les voies. On se souvient de ces convois avec des chars. Les Panzer-Divisions se déplaçaient en chemin de fer. On se souvient également des trains blindés, vous savez, ces monstres avec des plaques de tôle sur la locomotive et sur les wagons. On se souvient également d'avoir vu des canons sur rail, des grosses pièces d'artillerie de marine, notamment sur le mur de l'Atlantique, des pièces de marine, eh bien, qu'on rentrait la nuit dans un tunnel pour échapper à l'aviation alliée. Et puis, également, il faut se souvenir de ce chemin de fer qui, la paix revenue, a servi au déploiement des forces françaises. Et là, le 5e génie a eu un rôle considérable dans la réhabilitation, dans la remise en état de notre réseau. Mais, souvenons-nous, en 1944, quand les Américains sont arrivés, la première chose qu'ils ont faite, ils ont amené leur logistique. Ils ont débarqué des locomotives, il y a eu les 140, des 030 de manœuvre, 030 TU, mais il y a eu également, en 1945-1946, l'arrivée des 141R, 1352 machines, la plus grosse série de locomotives à vapeur que l'on ait jamais eu à la SNCF, et des machines unifiées qui ont, en quelque sorte, bouleversé la conception que l'on se faisait de la boîtier à vapeur. Donc voilà ce que l'on peut dire en résumé de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, juste un petit détail, l'atelier où nous nous trouvons ici, au 5e génie, mérite tout de même un coup de chapeau. Parce qu'il y a des gens qui veulent sauver ce patrimoine, qui restaurent ce matériel. Et fort heureusement, c'est grâce à eux, aujourd'hui, que l'on a des témoins. Alors, par exemple, vous voyez, ça, c'est le type même d'engin qui a circulé au moment de la Première Guerre mondiale, vous voyez, le locotracteur blindé et en cours de restauration. Et vous voyez, il circulait sur ce qu'on appelle la voie de Cauville, la voie de 60. Cette voie de 60 qui a permis d'alimenter le front. Il y a eu le Meusien durant la guerre de 14, et on y consacre dans ce DVD un bonus au Varinot, au Meusien, qui alimentait le front de Bar-le-Duc à Verdun, mais il y avait également le déploiement de petites voies de 60, la voie de Cauville, pour alimenter le front. Et les Américains, quand ils sont arrivés en 1917-18, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont créé une véritable infrastructure ferroviaire. Les Américains voulaient avoir leurs locomotives, leur matériel et leurs hommes de troupes pour commander le matériel. Et ils ont constitué un véritable réseau sur la partie Verdun, mais également sur la Somme. Et ces images que vous découvrez sont tout de même étonnantes de voir un véritable garde-triage et puis ces convois remorqués par des machines à vapeur, des 130 aux formes caractéristiques, dont l'une est exposée à Pithiviers, mais également les premiers locotracteurs de 50 chevaux, Baldwin. Et oui, déjà, vous voyez, la vapeur commençait à sentir son déclin. Alors, petit coup d'œil ici dans cet atelier, où donc on restaure pour sauver ce patrimoine ferroviaire. Donc là, on est dans le cadre, vous voyez, de chemin de fer de Cauville, en voie de 60. Et ce qui est le plus intéressant,
ce sont les locomotives ici, mais des locomotives à traction électrique, tout de même très particulière. Vous en voyez une, c'était du costaud, c'est comparable au matériel, si vous voulez, qu'on avait dans les mines pour tirer les trains, parce que ça servait non pas dans les mines, mais dans un tunnel, et n'importe quel tunnel. Ben oui, c'était la fameuse ligne Maginot. On doit tout de même tirer un grand coup de chapeau au concepteur de la ligne Maginot, bien que malheureusement, elle était contournée par les Allemands. Et donc il en reste encore, d'ailleurs si vous visitez la ligne Maginot, il y a une partie qui a été sauvée, et donc vous avez, vous voyez, ce type de locomotive électrique avec, regardez, qui fonctionnait à accumulateur, vous voyez, avec les deux gros moteurs électriques, ici, à l'intérieur. Et l'une de ces machines, regardez, est là, en cours de restauration, avec une petite pointe d'humour, évidemment, avec le mannequin. Qu'est-ce que vous allez lui faire à cet engin? Vous allez le remettre à neuf complètement? Le remettre à neuf, non, pas spécialement. En fait, le but du jeu, c'est de le remettre dans son état d'origine. Donc là, actuellement, on a récupéré 2 machines de la ligne Maginot qui viennent du fort de Simserov. Avec les 2, on en reconstruit un. Donc j'ai réussi à en recompléter un au maximum. Actuellement, il était entièrement démonté. Pas tout à fait entièrement, parce que le but du jeu, c'est de le mettre en état de présentation. Le faire fonctionner, c'est pas possible. 2 moteurs de 420 volts, vu que ça fonctionnait sur caténaire, il faudra un énorme groupe électrogène derrière pour qu'il puisse avancer. Donc c'est de reconstituer une rame de la ligne Maginot comme elle était à l'époque. D'où vous vient cette passion? Ah, c'est une passion, c'est très très loin. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis vraiment passionné par ce matériel-là. À peu près 5 ans que je travaille sur le matériel ferroviaire. Donc j'étais affecté à la cellule patrimoine du régiment. Parce que des matériels américains, je suis passé au matériel ferroviaire. Depuis à peu près 5 ans que j'y suis dessus. Fin donc de la Deuxième Guerre mondiale avec les dégâts que l'on connaît. Tout était à reconstruire quasiment dans le domaine ferroviaire. Et là, on a fait appel à la compétence, au bras, au savoir-faire du 5e génie. On leur demandait en quelque sorte de reconstruire ce qu'ils avaient, par certains côtés, participé à détruire. Et vous avez bien compris, comme il fallait aller très vite, il n'était plus question de refaire des ponts, des viaducs, je veux dire à la petite semaine, comme on le faisait avant, c'est-à-dire en boulonnant élément après élément pour des ponts en treillis métalliques. Non, il fallait ce qu'on appelle d'un seul coup combler les brèches. Autrement dit, prendre une portion de poutre, en quelque sorte, et puis la poser d'un seul coup sur 2 culées. Et pour cela, à l'époque, nous sommes en 1950, on ne disposait pas des moyens de levage d'aujourd'hui. Et c'est là où intervient cette idée de génie, le mariage entre le génie militaire et la SNCF pour avoir conçu, regardez cet engin, unique au monde, le diplodocus. Diplodocus, pourquoi? Eh bien en raison de sa forme. Un véritable monstre sur rail, mais extrêmement astucieux. Pourquoi? Parce que cet engin, qui est en somme une grue, pouvait prendre un élément de 50 mètres, 40 mètres de long, 50 tonnes, et puis le poser entre 2 culées, une fois qu'on les avait bien sûr réparés. Et d'un second, on comblait une brèche. D'autre part, regardez cet engin, vous voyez comment il est constitué, avec ses wagons porteurs qui portent les flèches lorsqu'elles sont reposées. Eh bien, cet engin, vous voyez, circule sur une voie SNCF tout à fait classique. Autrement dit, on peut le mettre dans un convoi. On peut le remorquer à 80 km/h. Deuxième astuce, que lorsque vous prenez un élément, vous avez donc, il faut un calage, il faut éviter donc les porte-à-faux. Eh bien, l'astuce, c'était, vous voyez, il y a donc 2 flèches. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui porte, et la deuxième ici, au bout, eh bien, on accrochait un wagon qui servait de contrepoids. Fini donc les blocs de béton que l'on met aujourd'hui dans nos grands retours. Et puis enfin, troisième possibilité, cet engin, qui avait un fourgon producteur d'énergie, on le verra tout à l'heure, eh bien, pouvait se déplacer à raison de 8 km/h sur rail. Et cet engin a permis de relever la France. Car on était dans les années 50, pour relever le pays, pour redémarrer, il fallait disposer du charbon, capital, et du minerai de fer. Bref, remettre en route la sidérurgie. Et pour ça, il fallait vite refaire les ponts qui avaient été détruits au conflit. Eh bien, rendons hommage au diplodocus qui a participé à la reconstruction du pays. Et il existe aujourd'hui, vous allez le voir, un personnage amoureux du diplodocus qui l'a utilisé. Gilles, vous êtes l'un des derniers à avoir utilisé le diplodocus. Vous étiez quoi, le
le conducteur, on peut dire ça? Le pilote, oui, tout à fait. Le pilote. J'ai servi pendant 3 ans et demi sur ce monstre. C'était facile à mettre en œuvre? Parfois non, parce que souvent les intempéries, il fallait mettre 45 minutes pour le démontage et le montage. Donc lorsqu'il faisait beau, ça allait, mais lorsqu'il pleuvait, il fallait tenir des délais, quoi. Ah ben c'est fait pour travailler dans tous les temps, ça. Tout à fait. Ouais. Voilà. Comment ça se passe? Ça, c'était votre place ici, là. Montrez-nous. Alors ça, c'est une des deux cabines. On a deux cabines, pour la flèche A et la flèche B. Ici, nous avons un verseur, enfin, deux commandes, un inverseur, plus un volant pour les vitesses. Donc, Non, c'est parce que l'engin était automoteur. il était automoteur, oui, tout à fait. Il se déplace à l'aide de moteurs électriques. Il se déplace à l'aide de moteurs électriques et en rampe, certaines fois, si la rampe est trop importante, nous mettons des chaînes pour relier les deux moteurs électriques de manière à pouvoir être tracté en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il pouvait, comme la charge étant suspendue à la flèche, avancer dans l'axe de la voie pour aller la déposer. Oui, oui. Et comment vous commandiez la flèche? Alors, à l'aide de ce volant, qui est gradué jusqu'à 14 vitesses, mon chef d'engin me disait de monter par exemple la flèche, enfin le contrepoids. Donc je recevais des ordres que de l'officier de l'engin, quoi. Donc je montais, et puis tout doucement, je montais ma charge. Voilà. Une fois que ma charge était à hauteur raisonnable, je relevais mon contrepoids, et là, il me disait de refouler ou de tirer. Et je me déplaçais avec ma charge et mon contrepoids. Alors vous avez participé à quelles opérations spectaculaires? Alors j'ai participé sur le chantier de Longueville en 92, à Misidon aussi, à côté du beach. J'ai Sotteville-les-Rouen, naturellement, parce que tous les ans on y allait pour les révisions. Et chantier spectaculaire, je dirais que c'était plutôt Longueville. On a fait un rallongement de passage à niveau et puis de passage souterrain. Alors l'avantage du Diplodocus, c'est que d'un seul coup, on prenait une travée de combien de mètres de long? De maximum 40 mètres. Maximum, parce que nous avons les tampons ici. Et plus de 40 mètres, c'était pas possible. Hein, le moufle 55 tonnes est environ à 20 mètres. Donc 40 mètres au maximum, d'un poids de 51 kg. 51 tonnes. Et ça, on pouvait poser d'un seul coup une grosse travée pour combler une brèche. Une brèche. Voilà. En une seule fois, et on pouvait passer dessus. Le Diplodocus donc était garé normalement ici, mais également il y avait toute une phase, disons, d'entraînement, apprendre les gens à le manipuler. Donc ça se passait ici. Exactement. Je vais vous montrer. Alors avec l'équipage, régulièrement, 3 ou 4 fois par semaine, on s'entraînait sur cette brèche. Ça, c'est la travée que vous souleviez, ça? Tout à fait, on récupérait la travée, on refoulait et on mettait ça sur un wagon. On mettait ça sur un wagon et on s'entraînait à faire pivoter, à faire décalage, décalage. Calage, décalage, calage, décalage. Et donc ça représente ce que vous étiez à même de poser, c'est-à-dire, disons, 50 tonnes et 27 mètres de long. En grandeur nature, c'était exactement ça. C'est pour que l'équipage puisse s'entraîner et être au contact direct avec le tablier auxiliaire. Mon cher Philippe Merville, vous qui êtes le patron du musée de Mulhouse, allez, faites une grosse place, et puis il faut l'accueillir. C'est pas soulever le soldat Ryan, c'est sauver le soldat Diplodocus. Mais avec le Diplodocus, il y avait ce que j'appellerais la logistique tout autour, autrement dit, eh bien, les voitures de cantonnement. Bon, il n'y a pas grand monde autour d'un Diplodocus. Allez, simplement un officier et 5 hommes durant pour la manœuvre. Mais d'une manière générale, lorsque le 5e génie arrivait sur un chantier extrêmement important, eh bien, il fallait amener toute la logistique. La logistique, c'est-à-dire une petite partie de la caserne. Et tout ceci était dans des wagons qu'on appelait des rames de cantonnement. Alors, petite visite, suivez-moi. Voilà comment ça se présente. Ben, d'abord, dans une caserne, il faut assurer la chambrée. Bon, regardez, c'était pas mal tout de même. Hein. C'était pour les hommes du rang.
deux couchettes superposées. Là, on a enlevé les matelas. L'armoire. De l'ordre dans l'armée. Le tableau de service. Là, la voiture atelier. Dans ce compartiment, le groupe électrogène, de façon que le diplodocus et la rame soient autonomes en énergie. Donc il y avait un moteur diesel qui entraînait un alternateur et fournissait du 380 volts. Suivez-moi. Ensuite, eh bien, il y a ce qu'on appelle les sanitaires. Lavabo, douche, les toilettes. Le chauffage est assuré, s'il vous plaît, par une petite chaufferie au mazout, comme on appelle le mazout. Voilà. Et puis, de l'autre côté, dans l'autre voiture, ça c'était les hommes du rang, et puis là on va dans le carré des officiers et des sous-officiers. C'est un petit peu mieux. Suivez-moi. Vous voyez qu'il s'agit du matériel ferroviaire tout à fait classique, des voitures qu'on appelle au CEM. Alors, vous voyez, d'abord, petite kitchenette, parce que le cuisinier est très important à l'armée. Il y avait tout le nécessaire pour le cuisinier pour pouvoir travailler. C'était pas les wagons-restaurants, des wagons-lits, mais c'était pas mal. Ensuite, la salle de réunion pour le chef de section, avec la table. Oui, ça vous rappelle rien, ces images? Allez, vous vous souvenez, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a tous vu ces images où Hitler utilisait beaucoup le chemin de fer pour des raisons de sécurité pour se déplacer, et il tenait ses réunions dans un wagon aménagé avec une grande table. La bonne récupération de fauteuils, c'est tout de même plus confortable que les banquettes en bois. Et puis, les chambres à coucher. Cabine individuelle, tenez, venez voir. Voilà. Donc voilà la chambre à coucher d'un officier. L'armoire, petit lavabo, et le lit, donc, se trouvait ici, avec son éclairage individuel et petite moquette au sol. Vous voyez, c'était tout de même pas mal. Et ça, vous aviez ce qu'on appelle des trains de cantonnement, composés parfois d'une dizaine, 20, 30 voitures, qui permettaient, disons, d'avoir la logistique d'un chantier lorsque on reconstruisait un ouvrage d'art. Est-ce qu'on a une idée de l'avenir de la caserne des matelots, ce qui va se passer avec la réorganisation de l'armée, le regroupement? Aujourd'hui, beaucoup d'études sont faites, mais pour l'instant, on n'a rien de définitif. Donc on ne sait pas si on va garder une partie des matelots, la totalité, je ne pense pas. Simplement un certain bâtiment, mais on ne sait pas encore. Mais le génie ferroviaire restera. On n'abandonne pas le chemin de fer à l'armée. Non, le régiment garde ses capacités routières, enfin ses capacités routières et ses capacités voies ferrées qui va être transférées à Montmelon. Donc on pourra toujours construire au niveau des camps militaires, c'est notre mission, quoi, le régiment, construire des voies ferrées en branchement SNCF, voies militaires. Et peut-être en OPEX, si un jour, comme on l'a fait il y a quelques années au Kosovo, si on nous demande. On quitte à regret le 5e génie consacré, vous l'avez vu, à l'art du chemin de fer dans le domaine militaire. On quitte à regret parce qu'il y a encore une multitude de choses. Tenez les exemples, voici. Vous voyez, cette rame de cantonnement qui est ici, bon, piteux état. Ça, ce sont des wagons porte-engins, porte-charges. Et savez-vous que le défilé du 14 juillet, eh bien, tous les véhicules blindés, les chars, arrivent ici, peuvent être déchargés à l'aide de ces wagons. Et puis là, derrière, il y a des locotracteurs. Pourquoi? Parce qu'il faut entraîner le personnel à la conduite, et il y a également des wagons de ballast, parce qu'il faut apprendre aux gens à remettre en état les voies ferrées, les aiguillages. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le 5e génie, moi je vous conseille de lire cet ouvrage très bien documenté, très bien illustré, aux éditions Lavozelle. Le 5e génie d'hier, d'aujourd'hui, j'oserais dire, et de demain, l'aventure des sapeurs du chemin de fer. Le dimanche 2 août 1964,
Une foule très dense, recueillie dans le souvenir, se presse à la gare de l'Est. C'est en effet le 50e anniversaire de ce dimanche 2 août 1914 qui voyait le départ des premiers trains de mobilisés quittant Paris à destination des frontières de l'Est. 2 ministres et tous les hauts dirigeants de la SNCF avaient tenu à participer à cette cérémonie qui avait pour but d'évoquer le souvenir des morts et d'honorer les survivants par un hommage digne mais solennel à ceux qui ont combattu pour que la France continue à vivre dans l'indépendance. Cette commémoration ne pouvait manquer de rappeler aux vétérans l'élan patriotique extraordinaire qui entraîna tout le peuple de France à s'unir pour la défense de ses libertés. Qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon avait ensemble, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je ce l'homme quand j'aime tout un régiment. Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main. J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient te servir à boire, sur la tonnelle on vole son jupon, et chacun lui raconte une histoire. À l'issue de cette commémoration officielle, fut inaugurée une exposition historique réalisée grâce au concours des musées de l'air, de la marine et de la guerre. Cette présentation était divisée en 2 parties. La première avait pour toile de fond le célèbre tableau d'Albert Herter représentant le départ des mobilisés en août 1914. Un grand nombre de souvenirs de la guerre y avaient été rassemblés. Documents, photographies, gravures, voisinaient avec des vestiges légendaires et glorieux. Le chemin de fer de l'époque était lui aussi présent à cette exposition. 21 000 trains de troupes ont circulé sur le réseau de l'Est pendant les 16 premiers jours de la guerre. 21 000, dont la plupart étaient identiques à celui qui fut présenté sur la voie 30. Wagons de différents modèles, cuisine roulante, pièces de 75 avec son caisson, voitures ayant servi de PC au général Joffre, tout ce matériel ferroviaire a permis aux visiteurs de se rendre compte de l'effort immense accompli par le chemin de fer durant le premier conflit mondial. Dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion du 20e anniversaire de la libération de Paris, une cérémonie destinée à commémorer la résistance des cheminots et notamment l'action qu'ils ont déclenchée en août 1944 a eu lieu le mardi 25 août 1964 au siège de la direction de la SNCF. Cette cérémonie était présidée par M. Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des Transports, entouré de M. Ségala, président du conseil d'administration, et Darjou, directeur général de la SNCF. Monsieur René Brunet, président de Résistance Fer. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, mes chers camarades. 25 août 1964,
20e anniversaire de ce 25 août 1944, qui voyait entrer dans Paris la glorieuse division du général Leclerc, détachée par l'armée américaine pour répondre à l'appel des Parisiens soulevés contre l'ennemi. Certes, les cheminots ont payé cher leur combat pour la liberté. La liste de nos fusillés et de nos morts en déportation est bien lourde. Et je n'aurais garde d'oublier les nombreux camarades qui, épuisés par les tortures et les privations endurées en déportation, sont morts après leur libération. Nous qui sommes réunis aujourd'hui dans un même esprit de communion, nous les assurons que nous n'oublierons jamais leur sacrifice. Monsieur André Ségala, président du conseil d'administration de la SNCF. Monsieur le ministre, mes chers amis, les images dont nous sommes entourés expliquent le sens profond de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Elles nous ont parlé les premières. Elles ont évoqué à notre esprit comme à notre cœur un patrimoine de souvenirs qui n'ont pas vieilli. 8 938 morts, 15 977 blessés, tel est le lourd tribut payé par les cheminots pour les hauts faits accomplis durant la dernière guerre, en honorant d'une même fois les vertus d'hier. Nous avons eu la récompense de retrouver en nous les sentiments de délivrance, d'allégresse ressentis à l'époque lorsque l'avenir s'est à nouveau levé sur les horizons de notre métier. Monsieur Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des Transports. Dans les glorieuses cohortes de la résistance française, les cheminots ont une place éminente sur la liste des héros comme sur celle des martyrs. Mais ce qui est plus rare, c'est que la corporation tout entière, confondant esprit de résistance et esprit cheminot, s'engagea unanime, cohérente, disciplinée dans l'aventure de la libération avec le courage tranquille et modeste qui marque la vie quotidienne du cheminot. Cela, c'est le grand honneur de la SNCF. Les Allemands attendaient les Alliés dans les ports. Somme toute, c'était logique, car depuis l'aube de l'humanité, lorsqu'on arrivait par la mer, il fallait arriver dans un port. Mais les Alliés, eux, connaissant les difficultés de prendre un port, eh bien, se sont dit, nous allons arriver par la mer, mais sur une plage. Et ça a été l'idée entièrement nouvelle de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour arriver sur une plage, eh bien, il fallait développer des moyens techniques nouveaux. Un, des bateaux capables de s'échouer directement sur les plages de façon à amener les troupes d'assaut et surtout les blindés. Et deux, pouvoir immédiatement apporter énormément de vivres, de matériel et de munitions pour soutenir la tête de pont. Sinon, on était rejeté à la mer. On estime que pour une division, c'est-à-dire 10 000 hommes, il fallait chaque jour, je dis bien chaque jour, 10 000 tonnes de matériel, munitions vives et 2500 véhicules, d'où la nécessité de gros bateaux. Et qui dit gros bateau, eh bien, gros bateau n'allant pas sur les plages, de construire un port artificiel. Ça a été la deuxième idée clé. Et ce port artificiel, il a fallu le construire en pièces détachées et l'amener ici sur la côte. Première idée donc,
je coule immédiatement des bateaux qui vont me servir en quelque sorte de brise-lames. Deuxième idée, je vais construire une énorme digue de 8 km de long, constituée, vous le voyez ici, par ces énormes caissons, grands comme des immeubles de 5 étages, pesant parfois jusqu'à 6000 tonnes, et que l'on a immergés ici, tout le long de la côte. Dans cette rade, je voudrais dire calmée, où il y avait beaucoup moins de houle et de vagues, c'est-à-dire dans ce port, eh bien, on a installé ce que l'on appelle des têtes de pont pour que les bateaux puissent accoster. Et là, autre idée, vous les voyez ici, regardez cette tête de pont, ce sont d'énormes caissons métalliques pesant 1000 tonnes. Sur ces caissons métalliques qui pouvaient monter et descendre avec la marée, autrement dit, les bateaux et le quai restaient toujours à la même hauteur. Ça, c'était une idée géniale. Et enfin, il fallait pouvoir amener les véhicules qui sont à 1 km au large jusqu'à la côte. Eh bien, on a relié ces têtes de pont par ce que l'on a appelé des routes flottantes. Quelque chose d'insensé, d'inouï, entièrement nouveau. Quelque chose qui puisse résister à la houle, aux vagues, aux torsions. Vous les voyez ici, regardez ces routes flottantes. Elles sont constituées de travées métalliques de 25 mètres de longueur, portées par des flotteurs qui sont d'énormes pièces en acier et surtout en béton, pesant 16 tonnes. Et ça faisait 1,2 km de long. Tel est donc le formidable pari, la formidable réussite qu'a constitué le port d'Arromanches. Je le résume, un mécano de 500 pièces pesant 1 demi-million de tonnes, construit en 6 mois, traverse la Manche, assemblé en 8 jours, qui a fonctionné pendant 6 mois et est devenu le plus grand port artificiel du monde avec 10 millions de tonnes. Bref, l'équivalent un peu de ce qu'a été, eh oui, le programme Apollo pour la Lune. Revenons un instant en arrière. Nous sommes en 1916. C'est le début de la fameuse bataille de Verdun. Regardez, nous sommes à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc a eu un rôle stratégique très important. Pourquoi? Parce que regardez, là, il y a le canal de la Marne-au-Rhin. Il existe toujours. Malheureusement, il ne sert plus pour les touristes. Et puis là, vous voyez, l'ambiance ferroviaire, SNCF, ça, c'est le chemin de fer, c'est la ligne classique Paris-Strasbourg avant, bien entendu, le TGV. Donc, d'un côté le canal, de l'autre côté le chemin de fer lourd. C'était à l'époque, 1916, durant la guerre de 14, si vous voulez, les deux seuls moyens de transporteurs lourds. Or, il fallait alimenter le front. Il fallait alimenter le front en munitions, en hommes, la relève, les blessés, les rapatriés, mais également il fallait penser aux chevaux et au foin pour les chevaux. Et pour alimenter ce front, comme à l'époque c'était le début de l'automobile, il n'y avait que très peu de camions, eh bien le seul moyen de transport lourd, rapide, efficace, les Allemands l'avaient compris avant nous, eh bien c'était la voie d'eau et le chemin de fer. Il existait 2 lignes de chemin de fer gabarit normal. La Paris-Strasbourg ici, et plus au nord, celle qui passe par Verdun, autrement dit Paris-Metz. Mais la Paris-Metz était sous le feu de l'ennemi. Donc la seule voie ferrée efficace, c'était Paris-Strasbourg. Seulement voilà, il fallait amener les marchandises qui étaient stockées ici, en direction du front qui était à 65 km. Et là, on s'est souvenu qu'il existait un petit réseau, un petit chemin de fer d'intérêt local en voie métrique, qu'on appelle le Meusien, né de la fusion de 2 compagnies, et qui a porté le nom du premier exploitant, s'appelle le Varinot. Il est connu ici sous le nom du Varinot. Et donc ce petit train, dont il existe encore un vestige, la gare, on va aller la voir tout à l'heure, on va retrouver des vestiges de petites gares dans la campagne. Eh bien ce Meusien, un petit réseau de 180 km, a été en quelque sorte la fameuse voie sacrée, non pas pour l'automobile, mais pour le chemin de fer. Et gaillardement, ce petit train eh bien, a acheminé et a alimenté le front, on l'oublie trop souvent. Or, il fallait tout de même que l'on tire un coup de chapeau. C'est une collection de DVD Passion Train. Eh bien, il existe des passionnés. Nous avons trouvé un passionné. C'est le président d'une association. Bar-le-Duc a racheté une locomotive. Et cette locomotive est l'une des locomotives qui a fait, vous allez le voir, les 2 guerres. Et cette locomotive qui a tiré donc les trains, qui a alimenté le front, elle est en cours de restauration et on l'espère, elle va rouler. Mais ça, c'est dû à la ténacité, à la volonté d'une association. Et un de ces hommes, eh bien, c'est Jean-Marc Althusser. Vous allez le voir. C'est étonnant. Il est photographe. Bon, ça va être préparé. Hop. Qu'est-ce qui a poussé, le photographe le plus connu de Bar-le-Duc, Jean-Michel Althusser, d'entreprendre le sauvetage d'une des dernières locomotives, d'ailleurs, de la voie sacrée sur Verdun?
C'est un petit peu le hasard, le fruit des choses. En fait, je faisais partie d'une association qui s'appelait l'Office du tourisme, au départ par passion d'histoire locale. Et cet office de tourisme, l'Office de tourisme de Bar-le-Duc, avait en fait racheté une locomotive 10 ans auparavant. Et malheureusement, elle était uniquement stockée, même pas d'ailleurs à l'abri. Et en fait, nous avons reçu un courrier d'un amateur, un Belge à l'époque, qui nous proposait de racheter cette locomotive-là, qui était vraiment à l'état tas de ferraille. Et donc, étant nouveau dans l'association, en fait, comme c'était une situation un petit peu d'échec, les avis étaient assez mitigés. Mais moi, étant simplement intéressé par l'histoire locale, on s'est dit non, c'est un petit peu bête, il y a certainement moyen de faire quelque chose. J'avais des amis au niveau de la conservation, notamment des musées de la Meuse. On a tout de suite envisagé une procédure d'une part de classement pour assurer la pérennité du monument. Et puis, assez vite, une fois qu'on a commencé à faire des recherches un petit peu, assez vite a germé l'idée d'en faire non pas un patrimoine statique, mais quelque chose de dynamique. Faire la locomotive de la Suzanne qui devienne un petit peu l'ambassadeur de la ville ou la porte d'entrée pour découvrir quelque chose d'autre. Nous avons eu le plaisir de l'inaugurer officiellement un tout petit peu avant le 11 novembre, 90e anniversaire de la fin de la guerre 14-18. Bon, ben voilà la Suzanne. Alors voilà Suzanne, hein, ça y est. Alors ça ressemble à une locomotive maintenant. C'est une locomotive, c'est une Corpé-Louvet, fabriquée en région parisienne à La Courneuve en 1890. Elle était livrée donc, pour le réseau meusien. Et la spécificité, elle est technique et historique. Technique parce que le réseau meusien était particulièrement mal construit, il a fallu faire une sorte de locomotive 4x4, je dirais. On a rajouté un essieu porteur sur l'arrière, donc c'est pour ça que ça s'appelle une 031 T, parce que T elle transporte son propre charbon. Et on a fait un système d'embiellage qui était spécifique. À notre connaissance, il n'y a eu que 2 locomotives françaises construites selon cet embiellage-là. Et d'ailleurs, 1890, on a devant nous la plus vieille locomotive française, voie métrique, fonctionnelle. Et elle a vécu 2 guerres, enfin, c'est ça qui est étonnant. Elle est réquisitionnée après sa carrière civile, si je puis dire, le 1er décembre 1914. Elle va être démobilisée après l'armistice en décembre 18. Mais elle a fait Verdun, elle a participé à la bataille de Verdun. Alors, elle y a participé comme l'ensemble de la compagnie, puisque le réseau meusien était un point important du ravitaillement sur Verdun, notamment pendant la bataille de 1916, mais finalement le tonnage ou le trafic était encore plus important en 1918 qu'en 1916. C'est la voie sacrée, et c'est la voie sacrée non pas pour les véhicules routiers, mais pour le chemin de fer. Hein. Alors la voie sacrée, nous on la qualifie de voie sacrée ferroviaire quand on parle de la Suzanne. En fait la voie sacrée c'était toutes les routes qui convergeaient du sud meusien vers la région fortifiée de Verdun. Tout d'abord il a fallu étudier, rechercher des archives. On avait le rêve de retrouver des plans constructeurs. Finalement on les a retrouvés mais au bout de 12 ans, une fois qu'on avait commencé les travaux. Il a fallu reprendre tout à zéro. Alors, il a fallu donc déposer les pièces abîmées et non existantes, déposer l'ancienne chaudière. Il a fallu reprendre les bases, les fondamentaux. Le châssis était voilé suite à un gros bombardement ou un gros déraillement sur le côté gauche. On l'a, je dirais, repassé au marbre. Et ensuite réétudier et refaire tout ce qui est aspect mécanique. On a commencé d'abord par faire les axes et les roues. Ce qui a été relativement délicat puisqu'on est en voie métrique et donc les machines profil SNCF ne peuvent pas être utilisées. Il y avait, pour quand même situer les choses, le jeu des roues était de l'ordre d'environ 7 cm. Tout brinque-ballé, donc il a fallu reprendre, refaire des paliers. Ensuite, nous avons travaillé sur l'embiellage. L'embiellage, la chaudière est neuve. La chaudière, là, nous on est aux normes, donc c'est une entreprise qui nous l'a réalisée, puisqu'on n'était pas agréé pour pouvoir faire un élément vapeur.
Autrement, l'ensemble du reste a été fait ici sur place. Voilà, et puis là, par exemple, les caisses à eau, là sont... Là, Voilà, les caisses à eau, soutes à eau, là sont... Les caisses à eau ont été faits avec l'aide du lycée professionnel de Gérichier dans lequel nous nous situons. Mais le travail des caisses à eau, c'était surtout d'assurer l'étanchéité par rapport à une technique de rivetage à chaud, qui n'est pas forcément évidente à maîtriser aujourd'hui. Donc, Suzanne est sauvée, Suzanne est prête à rouler, vous l'avez déjà essayé? Alors on l'a testé, pour l'instant on l'a testé principalement à l'air comprimé parce que, pour être franc, on n'a encore pas l'accréditation pour conduire une machine vapeur, va falloir qu'on passe le permis de conduire. Mais les essais vapeur sont vraiment très proches puisque nous sommes en train de refinir l'étanchéité vapeur et nous allons l'essayer là au printemps. Dernier point, comment avez-vous appris à reconstruire une machine à vapeur? C'est pas votre métier? Non, j'ai l'avantage d'avoir une toute petite formation technique au départ, mais essentiellement travail d'archives, observation, études, et puis nous avons monté un groupe, puisque là je suis seul devant vous aujourd'hui, mais nous sommes une association et nous avons entouré des gens qui sont des fois un profil administratif, d'autres profils historiques, mais nous avons des techniciens. Un dernier détail, bravo à cette association de sauver une machine historique qui a connu les débuts du chemin de fer lemeusien, disons le Varinot. Encore faudrait-il, eh bien, allez, lui donner vie, la faire rouler, elle va être remise en pression, mais il restait à trouver une voie ferrée. Eh bien, l'association a racheté en quelque sorte un petit bout de l'ancien tracé. Regardez où nous sommes. Nous sommes, allez, Bar-le-Duc, c'est par là, à quelques kilomètres, et là, le Meusien, le train, là, il passait là. Vous voyez? Ça, c'était le tracé de la voie qui serpente dans la forêt en direction de Verdun. Et donc, sur cette portion de 6 à 8 km, ils espèrent remettre en service, reposer la voie et remettre en service le train avec ses wagons. Et puis ici, à l'endroit où nous sommes, ça sera le début de la ligne. Il va falloir faire la gare, la billetterie, et puis la remise pour le matériel, une remise garée. Alors, on souhaite à cette association du chemin de fer historique, c'est normal, c'est le chemin de fer historique de la voie sacrée. On va leur souhaiter très bonne chance. Et si vous voulez en savoir plus, moi je vous conseille absolument à lire cet ouvrage de Jean-Michel Althusser, La voie sacrée ferroviaire. Témoin de la lutte contre l'occupant pour la libération de la France, cette locomotive basculée rose en l'air au creux d'un remblai va être relevée. C'est en Bretagne, non loin de Rosporden, que l'on va pratiquer cette manœuvre particulièrement délicate. Une voie spéciale est aménagée pour permettre l'arrivée des 2 puissantes grues qui vont procéder au relevage de cette machine de plus de 100 tonnes. Les wagons gênant l'opération sont évacués. Des pièces cassées dans la chute et pouvant entraver l'exécution de la manœuvre sont découpées au chalumeau. Après avoir été retournée, la machine, solidement amarrée au crochet des grues, va être soulevée et remise sur rail. Et à l'issue de plusieurs heures d'efforts, lentement et avec précision, cette unité de notre matériel de traction reprend contact avec la voie. Et bientôt, pansée de ses blessures, puissante et docile, elle reprendra la route. Franchissant la vallée de l'Isère à une hauteur de 30 mètres,
Le viaduc de Vernaison avait été, comme beaucoup d'autres, mutilé par les Allemands au cours de leur retraite d'août 1944. Sectionné au droit de la première pile, une travée métallique s'était effondrée dans le lit de l'Isère. Un pont provisoire ayant été construit, il fut décidé ensuite de relever la travée tombée dans la rivière et de la réutiliser. Prenant appui sur le pont provisoire, le relevage du tronçon effondré s'effectua à l'aide de chevêtres et de bielles. Ce relevage par les cheveux fut exécuté sans aucun incident notable et, une fois de plus, la précieuse matière première était économisée. Et c'est ainsi que petit à petit, malgré les intempéries et les difficultés de l'heure, les graves blessures de notre réseau ferroviaire se cicatrisent. Rappelons-nous les 2673 ponts-rails ou souterrains détruits ou avariés au lendemain de la Libération. En décembre 1947, 685 sont encore de construction provisoire, mais 1796 ont été reconstruits en définitif. Et parmi les plus importants, Nogent, Maintenon, Orléans, la Canardière, la Mulatière, Avignon, Nevers et bien d'autres encore, ce qui montre que nos chemins de fer sont en pleine guérison grâce au courage et à la bonne volonté de tous ceux qui les servent.